D'après quelques chiffres officiels, nous serons 9 milliards d'individus sur la planète à l'horizon 2040 et le nombre de consommateurs de la classe moyenne augmentera de 3 milliards au cours des 20 prochaines années, entraînant inexorablement une augmentation de la consommation des ressources naturelles ainsi que des émissions de gaz à effet de serre responsables des dérèglements climatiques. Pour certains spécialistes, notre modèle de développement économique actuel n'est pas capable d'apporter des réponses efficaces et durables face aux impacts humains, environnementaux et sanitaires qu'il génère. Et c'est là qu'apparaît l'économie circulaire. Cette économie s'inscrit dans un contexte stratégique mondial en mutation rapide et profonde. Nous verrons comment tout à l'heure, mais avant, qu'est-ce que l'économie circulaire? On vous écoute. L'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'échange entre les différentes branches, sinon les différentes phases de l'économie. La macro, la micro et la mésoéconomie. L'économie, c'est... L'économie circulaire. Circulaire, non. Ah, là, je ne connais pas. Et l'économie circulaire, c'est lorsqu'il y a une entente. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, il y a des opérateurs économiques, il y a d'autres... donc, qu'il y ait une entente entre... je prends l'exemple des opérateurs économiques, je prends l'exemple encore des sociétés commerciales. Je prends encore l'exemple de ceux qui font l'artisanat. C'est tout ça, normalement, l'économie. Et c'est-à-dire que s'il n'y a pas de l'entente, on ne pourrait même pas parler de l'économie circulaire. Bon, écoutez, l'économie ici devient circulaire lorsqu'elle peut permettre de travailler davantage, n'est-ce pas, sur toutes les options visées. L'économie circulaire. Là encore, c'est un nouveau mot que je découvre parce que moi, habituellement, l'économie sociale, c'est un peu ce qu'on a appris en classe de seconde. Parce que là, on découvre l'économie avec tous les paramètres économiques, le ménage, l'activité économique et tout ce qui va avec. Bon, l'économie, ménage. L'économie quoi encore? Circulaire. Je ne maîtrise pas. Lorsque l'on parle d'économie circulaire, de quoi parle-t-on exactement? C'est le mot qui fait l'écho. L'économie circulaire est un nouveau modèle économique à vision systémique. Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique et l'épuisement des ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d'affaires et politiques publiques innovants. Les notions d'économie verte, d'économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie industrielle font partie de l'économie circulaire. Il s'agit par exemple de rallonger le flux de matières et de produits tout au long de la vie de ce produit ou service. Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale. Il met notamment l'accent sur le nouveau mode de conception, production et de consommation, le prolongement de la durée de l'usage du produit, l'usage plutôt que la possession de biens, la réutilisation et le recyclage des composants. La gestion des déchets ne peut plus se réduire à une conséquence du modèle de la production actuelle. L'optimisation de l'utilisation des ressources par une conception pensée en amont transforme la gestion des déchets en une simple étape de la boucle matière. Frédéric Bouchard, vous êtes créateur de modèles d'économie circulaire. Alors dites-nous, pourquoi notre mode de consommation actuel pose-t-il problème? Mais avant ça, c'est quoi un créateur de modèles d'économie circulaire? Bienvenue sur Gabo 24, Frédéric. Oui, bonjour Modeste. L'économie circulaire, c'est un modèle d'affaires qui permet de continuer à produire les mêmes produits de consommation qu'on est habitué de consommer, de maintenir notre niveau de vie, tout en réduisant l'extraction, l'utilisation de matières premières et d'énergie pour réduire notre empreinte environnementale sur la planète, tout en continuant notre mode de consommation puis notre confort. Et pourquoi ce mode de consommation pose-t-il problème aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tout de suite, on utilise nos ressources naturelles
ou bien parce qu'on n'est pas assez intelligent dans cette exploitation-là? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Un peu des deux. C'est qu'actuellement, c'est qu'on extrait les matières premières, on fabrique les biens de consommation, puis au final, il y a à peu près environ 10 de notre économie qui est circulaire. Donc, on ne recycle pas tant que ça les ressources. Donc, on continue de rajouter de la pression sur l'extraction de matières premières. Il y en a certaines qui sont renouvelables comme le bois. Il y en a d'autres comme les minéraux qui sont non renouvelables. Donc, on a une quantité définie disponible sur la planète qui va s'épuiser. Je vous demandais tout à l'heure, c'est quoi le travail d'un créateur de modèles d'économie circulaire? C'est quoi votre rôle? Ben, dans le fond, moi, je suis ingénieur pour l'entreprise Second Cycle, dont je suis le président puis fondateur, et on accompagne les entreprises en consultation pour les aider à adopter des stratégies d'affaires, changer leur modèle d'affaires pour opérer d'une façon à limiter l'extraction de matières premières dans leurs opérations pour produire les mêmes produits qu'ils étaient habitués de produire avant, mais qui vont être produits de façon différente, en tenant compte que nos ressources sont limitées. D'accord, très bien. Alors, on parle d'un modèle d'économie bien particulier. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire. Ce modèle économique modifierait nos modes de production industrielle, vous nous l'avez dit, allant vers une économie maîtrisée et durable, mais aussi nos modes de consommation. Dans les faits, comment est-ce que se fait le processus? OK. On pourrait vous donner certains exemples concrets d'économie circulaire qui permettent justement aux gens de consommer mieux. Parce qu'évidemment, c'est le consommateur qui décide avec son pouvoir d'achat puis ses économies s'il décide de consommer des produits de l'économie circulaire ou des produits de l'économie où est-ce qu'on jette. Mais l'économie circulaire va permettre justement d'acheter des produits plus responsables qui sont faits à partir de matières recyclées, des produits dont la durée de vie est plus longue aussi, des produits qui sont réparables au lieu d'être jetables après usage. Donc, on va pouvoir étendre la durée de vie de plusieurs années, puis peut-être même améliorer nos produits avec des nouveaux composants au lieu de racheter du neuf tout le temps. Donc, on évite Donc, le gaspillage. oui, c'est vraiment d'éviter les gaspillages au niveau de toute la chaîne de production. C'est-à-dire, on essaie d'extraire le moins de matières premières. Puis après ça, lors de la fabrication, on limite les pertes au niveau de la fabrication des produits. Et après ça, lors de la consommation, on évite les pertes en évitant de jeter les produits, puis en ayant une économie axée sur la réparation puis la prolongation de la durée de vie. Donc, avoir des produits mieux conçus pour durer. La planète compte à ce jour plus de 7 milliards d'habitants. Peut-on réellement réduire les impacts environnementaux des produits? Comment recycler tous nos produits? Et dans ce contexte, quel est le rôle du consommateur? Évidemment, le rôle de consommateur, c'est toujours de faire ses choix puis de dépenser son argent intelligemment. Donc, en ayant des options, il va pouvoir, au fur et à mesure que les options d'économie circulaire vont s'implanter, il va pouvoir prendre la décision d'acheter des produits qui se recyclent et qui se réparent, qui sont mieux conçus puis adaptés qui vont remplir la même fonction que les anciens produits qu'ils consommaient. Donc, ça va être vraiment au consommateur de prendre cette décision-là, de consommer mieux, puis de s'informer sur les vertus des produits qu'il utilise, donc d'être sensibilisé aux nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Donc, on comprend Évidemment, que le l'économie circulaire, Frédéric, est réellement différente de celle que nous pratiquons en ce moment, qui est l'économie linéaire, une consommation assez linéaire. Mais quand même, le but de l'économie, c'est également de créer des emplois. Comment est-ce qu'on fait pour créer des emplois quand on ne pense qu'à consommer raisonnablement? C'est quel type d'emploi qu'on crée demain? OK. Évidemment, il va y avoir une transition sur le marché de l'emploi parce qu'évidemment, on va produire moins de biens de consommation. Par contre, il va y avoir des nouveaux emplois qui vont être créés, qui vont compenser les emplois perdus.
En fait, on ne peut pas dire qu'ils vont être perdus, ils vont juste être transformés. Plutôt que d'avoir des emplois liés à l'extraction de ressources, on va avoir des emplois reliés au démantèlement des biens en fin de vie et à leur recyclage. Et on va aussi avoir beaucoup d'emplois créés au niveau de la réparation des produits, parce qu'évidemment, si on veut prolonger leur durée de vie, on va les réparer plus souvent, plus longtemps. Donc, on va avoir des emplois de recyclage et de réparation qui vont, au fur et à mesure, prendre la relève des emplois d'extraction. Les entreprises doivent être convaincues que l'économie circulaire est une opportunité, voilà, et qu'elle va offrir plusieurs chances de changer le modèle de consommation. Alors, quel est l'intérêt pour les commerçants d'encourager la réparation de leurs produits alors que leur objectif est d'en vendre le plus? Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Comment on fait pour les convaincre? Bien, évidemment, on ne se le cachera pas, toute entreprise veut maintenir son chiffre d'affaires. Vous avez raison d'avoir toutes ces interrogations-là. Au lieu de maintenir un chiffre d'affaires sur la multiplication des ventes du même produit, le chiffre d'affaires va se maintenir parce qu'il va y avoir maintenant des revenus de réparation de produits qui vont remplacer les revenus de multiplication des ventes. Donc, pour l'entreprise qui fait les produits, au final, les revenus vont être les mêmes. Il va y avoir des revenus reliés à la vente de produits, à la vente de pièces, puis aux services que ces techniciens ou ces réparateurs vont offrir aux consommateurs pour prolonger la durée de vie des produits. Donc, ça va permettre que l'entreprise va maintenir son lien d'affaires avec le consommateur de cette façon-là. En Afrique, de nombreuses initiatives dites informelles se développent autour du recyclage et du réemploi de pièces et de matériaux trouvés. Est-ce que cela contribue à l'économie circulaire? Y a-t-il une amélioration à faire? Il y a deux types d'initiatives, effectivement. Il y a celles qui sont structurées par les entreprises qui ont un modèle d'économie circulaire, puis il y a aussi les initiatives informelles de recyclage. Je dirais souvent les initiatives de recyclage informel sont précurseurs, puis en attendant que le modèle d'économie circulaire prenne de la place. Puis ces gens-là qui commencent comme précurseurs avec des initiatives personnelles vont probablement être les futurs entrepreneurs qui vont avoir la capacité de recycler les matières premières, puis après ça, les revendre aux industriels qui vont faire les produits à partir de matériaux recyclés. Quels sont les principaux obstacles qui freinent le développement de l'économie dite circulaire en Afrique? Vous avez certainement observé la situation. Et est-ce que cette économie circulaire qu'on essaie de mettre en place, disons, même sans le savoir, ici sur le continent africain, a des réalités différentes que, par exemple, au Québec où vous êtes en ce moment? Effectivement, il y a des défis que l'Afrique va devoir résoudre un à un pour s'en aller vers une économie circulaire. Tout d'abord, l'économie de l'Afrique est souvent reliée à l'extraction de matières premières. Donc, il y a une transition économique à faire, c'est-à-dire devenir de moins en moins des extracteurs, puis devenir de plus en plus des fabricants de produits qui sont bien designés, dont la durée de vie est prolongée et sont réparables et recyclables. Donc, ça va être le premier défi. Le deuxième défi, je dirais, ça va être de réduire la dépendance de l'Afrique aux capitaux étrangers, c'est-à-dire prendre en main à long terme son économie d'extraction, son économie des services publics pour être capable de la prendre en charge par elle-même et faire après ça la transition une étape à la fois pour s'en aller vers les modèles d'économie circulaire. Est-ce que l'économie circulaire, parce qu'on le sait, on a pu voir qu'on parle beaucoup de partage d'informations, est-ce que l'économie circulaire exige nécessairement d'intensifier le partage d'informations? Par exemple, est-ce qu'une entreprise qui conçoit un produit doit divulguer plus ouvertement les informations relatives à la composition de ce produit et à la façon de le démontrer? Y a-t-il pas là un risque pour la propriété intellectuelle? Comment est-ce qu'on fait pour protéger les entreprises? OK. Bien, c'est sûr que toutes les entreprises qui innovent, modestes, vont vouloir protéger leur propriété intellectuelle. Puis
Ça, généralement, ce qu'on assiste dans l'économie circulaire en Amérique du Nord, c'est que ça se fait avec des partenariats. C'est-à-dire que l'entreprise qui vend ses produits de consommation qui sont réparables et recyclables avec des procédures de démantèlement va faire des partenariats avec d'autres entreprises qui vont l'aider à ne pas avoir à divulguer toute l'information sur la fabrication de ses produits. Donc, évidemment, l'entreprise va avoir ses recycleurs, des liens privilégiés avec des recycleurs qui vont l'aider à démanteler ses produits. Plutôt que de dire au grand public comment démanteler ses produits, elle va l'expliquer aux entreprises de recyclage qui sont ses partenaires. Elle va aussi l'expliquer au réseau de réparateurs qui vont réparer les biens de consommation, mais ne divulguera pas nécessairement toutes les procédures de réparation ni comment fabriquer les pièces. Donc, c'est comme ça que la propriété intellectuelle va être maintenue. C'est avec des partenaires qui vont l'aider au niveau de la réparation du recyclage des produits. Vous l'avez certainement remarqué, vous aussi, Frédéric Bouchard, la crise liée à la COVID-19 a révélé les problèmes d'approvisionnement rencontrés par de nombreuses entreprises. Or, l'une des forces de l'économie circulaire est de permettre de sécuriser ces approvisionnements en ressources et de réaliser des gains économiques. Comment vous en êtes convaincu ? Tout l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement est extrêmement importante à mettre en place pour réaliser l'économie circulaire. Je suis convaincu que l'Afrique va y parvenir. Actuellement, c'est sûr que toute la chaîne d'approvisionnement en Afrique est basée sur l'extraction puis l'exportation de ressources. Donc, ça va être important de mettre des stratégies d'approvisionnement qui vont être basées sur des échanges industriels au niveau local sur le continent. Avec toute l'infrastructure qui vient avec au niveau routier, transport ferroviaire, pour permettre les échanges à l'interne et les approvisionnements à l'interne, plutôt que de toujours d'être dans une logique d'approvisionner les autres à l'extérieur. Donc, ça va être vraiment le gros défi à résoudre chez vous. Quelles sont les autres avenues que la production industrielle pourrait réellement utiliser pour dynamiser l'économie circulaire, à votre avis ? Il y a plusieurs autres avenues que l'économie circulaire, que la production industrielle, effectivement, parce que la production industrielle est beaucoup axée sur la réparation, le réemploi et le recyclage. Il y a aussi la consommation d'énergie. Donc, plutôt que d'extraire le pétrole, l'Afrique aurait avantage à extraire l'énergie solaire, par exemple, qui est renouvelable et inépuisable à l'échelle humaine. Donc, on parle ici d'efficacité énergétique, d'énergie propre, d'énergie verte pour remplacer les combustibles fossiles. Et de façon plus approfondie, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les énergies propres et renouvelables aujourd'hui? Quel bilan faire de tout ça? Ben, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de dépendance envers l'énergie fossile. Le bilan, c'est de regarder comment on peut remplacer ces énergies-là par le vent, par l'eau, par le soleil, toutes les énergies qui sont disponibles en quantité inépuisable pour remplacer les énergies fossiles, c'est-à-dire jusqu'à aller qu'à remplacer le type de véhicule qu'on utilise actuellement. Aujourd'hui, les grandes puissances mondiales sont quand même en pleine course pour la première place. Qui va gérer mieux que l'autre? Qui va avoir la première place de l'économie mondiale? Est-ce que vous ne trouvez pas un peu illusoire de tout miser sur l'économie circulaire? Vous pensez réellement que ce modèle économique pourra réellement activer ou maintenir la compétitivité des puissances? Oui, absolument, parce que les puissances ont toujours historiquement dépendent des matières premières et des ressources disponibles sur leur territoire. Généralement, lorsqu'une puissance n'est pas capable de la trouver sur son territoire, on va essayer d'une certaine façon d'aller la chercher sur le territoire d'un autre pays ailleurs. En devenant plus autonome, en faisant l'économie circulaire, les puissants les gouvernements et les pays vont devenir plus indépendants les uns des autres, puis vont maintenir leur force sans avoir à obtenir les ressources de leurs voisins.
Avant de nous quitter, Frédéric Bouchard, cette question de l'internaute, il s'agit d'Ismaël qui nous écrit depuis le Tchad. Il dit l'Afrique est la victime des déchets électroniques de nombreux pays. Êtes-vous en train de dire que cela peut être un atout pour le continent africain? Effectivement, si les pays vous envoient leurs déchets, avec un circuit de production industrielle, vous pouvez commencer à produire des biens à partir des déchets des autres. Mais évidemment, l'objectif ultime, c'est de ne pas devenir celui qui va enfouir ou faire contaminer son sol, son eau puis son air par les déchets des autres. Si vous produisez à partir des déchets des autres, vous êtes gagnant. Si vous ne faites qu'enfouir à la place des autres leurs déchets, vous allez être perdant en Afrique. Merci Donc, beaucoup. c'est vraiment dans quel angle vous allez l'implanter. Merci beaucoup Frédéric Bouchard. Faire changer les habitudes des consommateurs et des industries ne suffira pas. Les gouvernements, organisations internationales et la loi doivent agir de manière forte pour faire interdire les pratiques les plus dommageables et favoriser les innovations et les initiatives qui permettent de réduire la production de déchets. Mais si révolution il doit y avoir, elle devra prendre ses racines dans les comportements individuels. Avant chaque achat, devrait se poser cette question fondamentale: ai-je vraiment besoin de cet article? Car la réalité est là, ce n'est pas l'État qui viendra réguler nos décisions de la sorte. Il nous reviendra donc à tous de faire notre mue intérieure. Merci beaucoup Frédéric Bouchard, vous avez répondu à nos questions depuis le Québec, c'est au Canada. Écho de l'écho, c'est tout pour aujourd'hui. Restez sur Gabon 24 et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.